Revenons au point de départ. Donc, en tant que géographe, je m'occupe, et au départ c'était vraiment l'essentiel, et il n'y avait que cela, du rapport des sociétés humaines à la Terre. Hein, c'est ça qu'indique géographe. C'est ça, en particulier, ce qui faisait l'originalité de la géographie humaine à la manière de Vidal de la Blache, donc l'école vidalienne, d'où le nom de géographie humaine, qui montrait le rapport de l'humain à la planète. Et mes premières années au Japon, en particulier ma thèse sur Hokkaido, qui montrait comment une société, en s'installant dans une île nouvelle d'un autre climat, avait créé un nouveau milieu. J'ai continué sur cette lancée avec l'épisode de mon étude de la spatialité japonaise qui a donné naissance au livre Vivre l'espace au Japon, publié en 81, écrit en 80 et publié en 81, oui c'est ça. Et par la suite, plus directement, le rapport de la société japonaise à la nature de manière générale, qui a donné naissance à un livre que j'ai écrit l'été 84 et que j'ai publié après l'avoir repris, restructuré, pas complètement réécrit, mais restructuré. Alors, écrit l'été 84. Il faut dire que, jusque-là, en tant qu'enseignant et très occupé pendant l'année universitaire, tous mes premiers livres, sauf la thèse, que j'ai écrite vraiment à temps plein, je les ai écrits pendant les vacances d'été. C'est le seul moment, comme font la plupart des universitaires, il n'y a que les vacances pour écrire les bouquins. Et le plus typique à cet égard, c'est le Vivre l'espace au Japon. Parce que j'avais 7 semaines, donc j'écris un chapitre par semaine, il y a 7 chapitres. Chaque chapitre a un titre en 7 syllabes et est divisé en 7 sous-parties. Et je l'ai fait sans blague, hein, c'est des défis qu'on peut se lancer quand on est jeune, ce genre de choses. Bon. Le livre suivant, c'était donc le sujet étant le rapport de la société japonaise à l'archipel japonais. Et j'ai creusé la notion de nature dans la culture japonaise, et ça, notamment en étudiant la manière dont le climat, les saisons transparaissaient à travers le haïku. Donc, parce que je ne me suis pas lancé dans le haïku comme ça, plongé directement dans la littérature. En fait, j'ai utilisé des livres écrits par des climatologues qui s'illustraient avec des haïkus. Et à partir de là, j'avais des pistes. Bon, donc, comme ça, j'ai pu pénétrer plus à fond dans la culture japonaise. Et c'est quand j'ai écrit ce livre que d'une part, ça m'a amené à relire Watsuzi, cette fois-ci dans l'original japonais, et donc à chercher les équivalents en français de ces concepts, et notamment traduire Fudose par médiance, et comme j'en disais un mot tout à l'heure, chercher ce qui, à mon avis, était nécessaire pour rendre la médiance possible, le processus qui y donnait naissance, étant ce que j'ai appelé la trajection. C'est dans ce livre-là, dont le titre est devenu « Le sauvage et l'artifice », que j'ai introduit ces concepts. Alors, ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain par illumination. J'expose en long et en large comment, par exemple, Piaget et d'autres auteurs, ou Gilbert Durand, m'ont mis sur la voie, y compris du point de vue du vocabulaire. Parce qu'il
il y a l'idée de, je crois que c'est chez Durand, c'est très loin maintenant dans mes souvenirs, mais je crois qu'il y a trajet anthropologique ou chose de ce genre, qui m'a mis sur l'idée de trajection. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu mon cadre, mes concepts centraux qui sont restés centraux jusqu'aujourd'hui. Et que petit à petit, j'ai comment dire, approfondi, élargi, auxquels j'ai donné des bases ontologiques et logiques plus solides, en travaillant sur des philosophes, etc. Voilà. Donc ça, c'est le stade de Le Sauvage et l'Artifice, publié en 86, parce qu'il a mis du temps à sortir, mais bref, ça c'est un détail. Oui, pourquoi écrivais-je ce livre en particulier? C'est un beau souvenir, parce que l'été 84, c'est la dernière année où j'ai pratiqué le surf avec le moins de nullité. Et j'avais une planche qui a été construite par mes frères, une planche légère, parce que, en fait, voilà, c'est vous dire que je ne faisais que les choses qu'à moitié, c'est que je surfais à genoux, comme on fait sur des planches beaucoup plus courtes, mais là c'est une planche à mi-chemin. En matière, c'est une vraie planche, c'est pas du synthétique comme on utilise par exemple pour les... Je ne sais plus comment on appelle ça d'ailleurs. Bref. Qui me permettait d'aller tout aussi vite qu'un vrai surfeur. Les vrais, eux, ils sont debout sur la planche et ils font des figures que je n'ai jamais su faire. Mais je pouvais quand même prendre des grosses vagues. Et c'est l'été où j'ai pris les plus grosses vagues de ma vie. Bon, alors c'était pas l'hiver, c'était pas la vague championne du monde qui fait 30 mètres au large du Portugal. Enfin, une plage du Portugal. Là, les plus grosses que j'ai jamais pu prendre dans ma vie, c'est du 4 mètres, mais j'étais très très content. Et j'ai écrit ce livre dans cet état d'esprit, et ça n'a l'air que d'une plaisanterie. J'écris dans la préface du bouquin que je l'avais écrit entre deux vagues, mais ça c'est la vérité. Parce que écrire un livre tout en passant plusieurs heures à la plage, compte tenu des moments où vous avez le vent favorable et tout, on ne peut pas y aller n'importe quand, comme ça. Oh, bon, allez, j'y vais, non. Il faut attendre. Bref, j'ai fait ça ensemble, et il y a cette interpénétration de la nature, vraiment, les forces vives de la nature, et puis le travail intellectuel. J'étais obligé, entre deux vagues, justement, on allait bronzer un coup, et puis lire, et puis noter les idées qui me venaient au fur et à mesure, et que j'allais ensuite écrire. C'est l'époque de ma vie où j'ai commencé à me lever tous les matins à 4 heures pour écrire. J'ai fait ça pendant une quarantaine d'années. Hein. Pourquoi? Parce que j'avais toujours été un peu lève-tôt, mais surtout parce qu'on est absolument tranquille entre 4 heures et voilà, pendant plusieurs heures. Il n'y a pas de bruit. Voilà. Donc, si j'ai pu écrire autant de bouquins, c'est grâce à ce mode de vie qui, au fond, découle du surf. Ça a été ma manière de vivre le surf en amateur et non pas en pro. Donc, ce bouquin, je pose l'armature de ce que j'ai commencé justement dans ce livre à appeler mésologie. À l'époque, je me trompais sur l'origine du terme. Je croyais que c'était un type qui s'appelait Bertillon. En fait, c'était pas lui, mais il était ami avec Charles Robin. Donc Bertillon, c'est celui en fait qui l'a surtout fait connaître, mais Charles Robin a été l'initiateur. Ça, c'est un détail. Donc à partir de là, j'ai essayé vraiment de structurer cette mésologie de mon point de vue, et on m'a donné la chance parce que une fois que j'ai eu écrit ce livre, Le Sauvage et l'Artifice, ça a intéressé des géographes, donc Olivier Dollfus, qui était lui il travaillait sur l'Amérique du Sud, principalement. Olivier Dollfus, qui faisait partie
du comité de lecture de la revue L'Espace géographique, qui était la revue leader de la pensée géographique dans ces années-là. Je crois qu'elle l'est toujours plus ou moins. Et m'a fait participer à ce comité de lecture, dont le directeur de l'espace géographique, Roger Brunet, un beau jour me dit « Et si tu écrivais un livre sur la médiance ?» qui était le concept que je commençais à utiliser dans Le Sauvage et l'Artifice. Et oui, c'était pour une collection intitulée Géographique, qu'il a lancée à cette époque-là, vers 90. Et bien sûr, je ne demandais pas mieux, moi. Mais c'était la première fois de ma vie que j'écrivais un livre théorique et non pas sur le Japon. Là, j'étais obligé de sortir de mon territoire. Hein. J'étais très impressionné, mais j'ai saisi le défi. Ce n'était pas un gros livre, c'est celui qui est intitulé « Médiance de milieu en paysage ». Alors pourquoi de milieu en paysage? Parce que, en ce début des années 90, à côté de Bernard Lassus, qui est un grand paysagiste, je ne sais pas si vous le connaissez, mais dans le milieu des paysagistes, c'est un des grands noms, avec Michel Courajou, aujourd'hui décédé, mais Lassus est encore en vie. Il avait constaté que la France était un des rares pays avancés où il n'y avait pas de doctorat en paysage, ou en architecture du paysage. Donc il avait décidé d'en lancer un, et pour cela, à l'époque, il fallait donc un DEA, une année de DEA, puis ensuite... Donc il avait décidé de créer un DEA paysage. On a carburé sur comment le dénommer, c'est devenu Jardin Paysage Territoire. Jardin Paysage Territoire, qui a été lancé par association entre l'école d'architecture de Paris-la-Villette, qui était issue de UP6, unité pédagogique numéro 6, c'est celle où j'avais terminé quand j'enseignais, quand l'école des beaux-arts a éclaté côté architecture, c'est séparé en plusieurs UP. Il y a eu jusqu'à UP6, c'était celle qui était la plus sciences sociales et à gauche. C'est là que j'avais échoué. Et je dis bien échoué parce que je n'ai pas pu faire ma place. Je suis parti au Japon après. Mais bref, je reviens 15 ans après. Et dans le DEA, lancé par Bernard Lassus, avec 4-5 personnes autour de lui, dont moi, et on a fait le tronc commun de ce DEA JPT, Jardin Paysage Territoire. Donc j'ai été en plein dans la problématique du paysage, avec des praticiens, avec des philosophes comme Alain Roger, et quelques autres donc. C'est pour ça qu'il y a le mot paysage dans le petit livre Médiance. Et dans la foulée, j'ai publié un livre sur le paysage en 1994 chez un éditeur d'art. Comment il s'appelle déjà? Enfin bon, Azan. Je crois qu'Azan n'existe plus, mais bref. C'était mon premier livre sur le paysage, vraiment centré là-dessus. Les raisons du paysage, de la Chine antique aux environnements de synthèse. 94. Voilà. Plus tard, j'ai eu à écrire un autre livre sur le paysage. C'est La raison paysagère. La raison paysagère, que je vous ai montré tout à l'heure, qui a été édité 2 fois. Une première fois chez un mauvais éditeur c'était pas une jolie édition, et puis en plus ça a très mal marché. Il a failli rendre impossible la traduction de ce livre en espagnol. J'avais des relations avec un éditeur espagnol qui était très désireux de l'éditer en espagnol. Il voulait tellement de fric qu'il a failli rendre impossible la chose. Bon. Ça a été mon livre le plus traduit, celui-là, parce qu'il a été traduit même en iranien. Ouais, en persan. C'est vous dire.
Il a été traduit aussi en anglais, mais attends, dans quelle langue? Oui, il a été traduit d'abord en espagnol, ensuite en japonais, puis en anglais, puis en persan, et puis il y a d'autres traductions en cours, là. Donc ça, c'est le stade jardin, paysage, territoire, qui a duré pour ce qui me concerne, jusqu'en 2004, parce qu'après ça, je suis parti au Japon pour 1 an. Et quand je suis revenu, le DEA était... on était en train de mettre fin au DEA, au pluriel, au DEA au pluriel, et celui-là, il a duré encore 1 ou 2 ans. Je crois que j'en ai été le responsable pendant quelques mois, puis il a eu un autre directeur, parce que Lassus était parti à la retraite, vu l'âge. Et puis après ça, bon, il n'y a plus de DEA, donc ça n'existe plus. Mais ce DEA a été la source principale de mes étudiants doctorants, pendant des années. Et j'en ai... pas plus tard que... C'était jeudi dernier. Non, la semaine dernière. Oui, une de mes anciennes étudiantes, qui avait commencé sa thèse en 2003, et qui, pour des raisons professionnelles, parce que faire une thèse, il faut avoir le temps de la faire, bon, elle, devant travailler comme paysagiste, elle a mis longtemps à la faire, mais donc elle l'a soutenue. Elle a d'ailleurs un magnifique poste à Bruxelles, où elle dirige une magnifique bibliothèque sur le paysage. Enfin bref, ça va bien pour elle, mais elle n'avait pas encore le titre de docteur. Ursula Wieser, elle s'appelle. Très gentille fille. Elle s'appelle Wieser Benedetti, parce que elle a un père qui est de l'Italie du Nord, qui parle allemand. Benedetti, ça doit être sa mère, je crois. Enfin bref, elle est bilingue de naissance, mais ayant passé sa tendre enfance en Belgique, elle est francophone, enfin côté wallon, francophone, bien entendu elle parle anglais. Et puis pour faire sa thèse sur les clôtures dans les jardins de Kyoto, sur la notion de clôture, elle s'est mise à apprendre le japonais. Donc vous voyez, c'est une personne enfin, elle parle des langues comme ça, et puis elle apprend des langues comme ça. On aimerait bien faire comme elle. Bon, ça c'est un détail, mais qui touche vraiment à la question dont nous débattons en ce moment même, parce que figurez-vous, dans cette thèse qui porte donc sur les clôtures, ça touche à la notion de limite, et la notion de limite est une notion cruciale en mésologie, parce que Heidegger a écrit quelque part, je crois que c'est dans Bâtir, habiter, penser, la limite n'est pas là où quelque chose cesse, c'est là où, il dit en allemand, sein Wesen beginnt, alors le traducteur commence à être. Donc son être commence. Moi je traduirais, je dirais plutôt commence à exister. Parce que, et là c'est tout à fait mésologique et ça rejoint la structure de la médiance, tout ce qui existe dans un milieu humain est trajectif, donc vous ne pouvez pas avoir un topos aristotélicien. Aristote, dans la physique, dans le livre 4 de la physique, il définit le topos en le comparant à un vase. Un vase, c'est un récipient où vous mettez quelque chose. Et la chose que vous mettez dedans, évidemment, elle ne va pas au-delà du récipient. Vous mettez du vin, il ne va pas couler à côté. Non. Mais un vase immobile. Un vase immobile. Ce qui entraîne que la chose que vous mettez dans ce vase immobile, vous pouvez la mettre ailleurs, dans un autre topos. Donc, le topos est dissociable de la substance qui est dedans. Et imaginez à quoi les siècles passants, à quoi ça peut mener. Eh bien, ça mène aux délocalisations modernes, où, dans le mouvement moderne en architecture, vous pouvez construire la même forme parallélépipédique et ubiquiste aux 4 coins de la planète, indépendamment du contexte,
ce qui à la fois illustre le dualisme cartésien. Je pense, donc je fais des objets, l'objet que je veux, là où je veux, puisque mon être n'en dépend pas, je suis totalement libre. Bon, il y a aussi l'individualisme européen moderne, 18e siècle. Hein. Le paradigme se pose au 17e, le phénomène social qui s'ensuit au 18e, c'est l'individualisme, etc., exponentiellement. Mais le principe même du topos, il date de la logique aristotélicienne et de la substance aristotélicienne. Parce que le topos, il peut être séparé de l'ousia qui est dedans. Et ça, c'est une problématique très étrangère à celle de la chora platonicienne. Dans le Timée, Platon parle de ce qu'il appelle d'un côté, si on traduit en français, vous avez d'un côté l'être absolu, qui hors de l'espace et du temps, il n'a besoin que de soi-même pour être soi-même. Elle appelle ontos on, c'est-à-dire l'étant véritable, qui a un reflet, qui est l'être relatif. Et Platon l'appelle génésis, c'est-à-dire le devenir, hein, ce qui naît et qui finit par crever. C'est le devenir de toute chose dans le monde sensible, dans le cosmos aisthetos. Mais l'être relatif, il a besoin d'un milieu pour être, justement. Et ce milieu, Platon il l'appelle chora, qui restait dans le grec d'aujourd'hui. Hein, chora. Mais ça voulait dire, c'était le territoire de la police. Le territoire de la police, pas les flics, mais la cité grecque, qui était nécessaire à la vie de la police. Parce que c'est la campagne. Par exemple, quelqu'un qui fuit le monde, c'est-à-dire qui fuit la ville, puisque la ville, c'est le nombril du monde, c'est un anachorète, c'est-à-dire qu'il retourne à la chora. Mais l'idée là-dedans, on a beaucoup parlé de cette chora, et entre autres Derrida a parlé de là. Il y a un petit bouquin de Derrida intitulé Chora, qui prend la question sous un tout autre aspect, qui à mon avis est un côté non pas faux mais mineur. Pour moi, l'essentiel dans l'idée de chora, c'est l'ancêtre de la notion de milieu. C'est donc le Timée qui nous donne les débuts, l'origine de la problématique de la mésologie. Parce que la génésis ne peut pas exister sans la chora, et réciproquement. Et on a exprimé texto dans le Timée, mais ça je ne l'ai découvert qu'une bonne dizaine d'années après le séminaire dont j'ai dit un mot tout à l'heure, paysage empreinte, paysage matrice, qui était là une problématique sur laquelle je débouchais à partir de la géographie, directement, vraiment directement à partir de la géographie, mais une bonne dizaine d'années plus tard, dans les années 90, j'ai été amené à lire le Timée. Entre autres parce que je commençais à travailler sur Nishida, et Nishida, dans le livre intitulé Basso, c'est-à-dire lieu, c'est la traduction qu'on donne habituellement, en fait, je dirais plutôt, c'est le champ prédicatif. Le champ prédicatif. Mais bref, tout au début de ce livre de Nishida, Nishida mentionne la chora de Platon. Alors je me suis dit, il faut que j'aille voir ce que c'est. Donc je suis allé lire le Timée. Ça, c'est dans les années 94-95. Et dans le Timée, je trouve ça, et je trouve l'idée, mais textuellement, d'un côté, la chora par rapport à la génésis, d'un côté, elle est l'empreinte de la génésis, c'est-à-dire ekmageion en grec, c'est une empreinte dans la cire. Et d'un autre côté, Platon nous dit, elle est aussi la mère et la nourrice de la génésis. Le père étant l'être absolu,
il envoie son, j'allais dire, il envoie sa pluie, comme le ciel fait. Ça, je vais revenir au ciel tout à l'heure, après, à partir du Timée. Mais bref, il se reflète dans la Genesis, mais la Genesis ne va pas sans la Korah et réciproquement. Donc, le rapport Genesis-Korah, c'est vraiment un rapport d'empreinte matrice. Parce que nourrice et mère, c'est évidemment matrice. Voilà, donc je trouvais là, chez le père de la philosophie européenne, occidentale, l'idée même, qui, à mon avis, est l'ancêtre de la problématique de la mésologie. Aristote, comme vous savez, comme je disais à l'instant, le topos est donc est ontologiquement différent de la Korah et du rapport Korah-Genesis, parce que ce n'est pas seulement un problème ontologique, empreinte matrice, c'est évidemment aussi un problème logique, parce que vous ne pouvez pas être à la fois une chose et son contraire. Ce n'est pas possible. Dans la logique qui découle du principe parménidien de l'être, c'est l'origine du principe d'identité, hein, l'être est l'être, point. À partir de quoi vous avez le principe de contradiction, c'est-à-dire vous ne pouvez pas être à la fois une chose et le contraire. Ça, c'est disciple de Parménide, des Zénon, qui est, dit-on, enfin on estime que c'est Zénon le père du principe de contradiction. Et découlant de ces deux principes, mais le premier étant le principe de l'être, découlant de ces deux principes, être, identité de l'être, et principe de contradiction, vous avez le principe du tiers exclu, le tiers exclu. Le tiers exclu, ça veut dire que vous ne pouvez pas être à la fois une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas être à la fois A et non A. Et vous ne pouvez pas non plus être quelque chose qui soit entre les deux. Et ce qui est éclairant, la pratique des langues étrangères qui était très éclairante, parce qu'on dit le tiers exclu, ouais. Mais si vous demandez comment est-ce que les Anglais disent la même chose, ils disent excluded middle, le milieu exclu. Hein? Et là, ça mène à des pistes. Alors moi, ça m'a amené, et là, ça touche à mes recherches actuelles et à mes travaux actuels. Je reviens brièvement en 1974. À l'époque, j'étais pensionnaire de la maison franco-japonaise, c'est-à-dire payé par le ministère des Affaires étrangères français, mais accueilli à l'université du Tohoku à Sendai, à la faculté des sciences, parce que la géographie dans cette université c'est la faculté des sciences, mais bref. Et je continuais ma thèse commencée déjà 4 ans avant à Hokkaido, et que j'ai terminée en tout en 7 ans. Hein, c'est les thèses de cette époque. Un jour de l'automne 74, dans la librairie de là, je découvre un bouquin intitulé Logos Elem. Je l'achète, ça me fascinait. J'en lis 10 pages, je laisse tomber. Je ne comprenais strictement rien, parce que ça commence sur Parménide, avec du grec et tout ça. À force de déménagement, j'avais perdu ce livre, je ne sais plus ce que j'en ai fait, j'avais perdu. Et début 2010, je reçois un courriel d'un ami paysagiste japonais. Il me dit, j'ai trouvé chez un bouquiniste ce livre-là. Et je pense, moi j'y comprends rien, dit-il, mais je crois que toi, ça t'intéresserait, vu que je sais ce que tu écris là. Et je dis, ok, bon, il me l'envoie. Et là, 30 ans ayant passé, effectivement, c'était exactement le genre de livre que je voulais lire, le Logos Elem. Logosique, c'est la pensée occidentale avec le principe d'identité, de contradiction et tiers exclu. Et qu'est-ce que c'est que l'émique? Eh bien, c'est la logique, qui n'est pas une logique, puisque c'est justement pas ça, mais autre chose, qui fonctionne dans le bouddhisme du grand véhicule sur le principe du tétralemme, où les deux premiers lemmes, c'est ce que vous posez les propositions. Première, c'est A, deuxième, non A. Alors, ok. Mais deuxième, c'est dans l'ordre où le met l'auteur qui s'appelle Yamauchi. Le troisième, c'est binégation, c'est ni A ni non A.
Et quatrième et dernier, c'est la bi-affirmation, à la fois A et non A. Bon. Il y a tout un gros livre là-dessus, ça fait 500 pages dans la traduction que j'ai achevé de faire en 3 ans et qui paraît enfin ces jours-ci au CNRS. C'est une logique dont nous avons besoin pour comprendre comment fonctionne la réalité sensible des milieux humains et autres et non humains.